Patrick. Fredo. Bonne année, hein. Bah, bonne année, c'est vrai. Hein. Alors ça va, tu n'as pas trop froid? Ah bah il doit geler là. Ouais. Je pense il doit geler là. Hein. Alors qu'est-ce qu'on pense du réchauffement climatique alors? Bah non, c'est ce que je t'avais dit une fois. C'est un narratif. Il nous impose un narratif pour tout maintenant. Hein. Ouais. On l'a bien vu pour la guerre en Ukraine, Covid. Il nous impose un narratif. C'est le réchauffement climatique. On ne peut pas sur une vie humaine dire qu'il y a un réchauffement climatique. Il faut étudier ça sur le temps long. Hein. Le temps long, pour moi, c'est en milliers d'années. Hein. Donc, dire que sur une vie humaine, c'est vrai que le climat peut se réchauffer, mais est-ce qu'il faut parler pour autant d'un réchauffement climatique? Il peut y avoir des phénomènes d'éruption solaire, on ne sait pas. Une vie humaine, c'est très court. Hein. L'Homo sapiens, nous, on est apparu 65 millions d'années après l'extinction des dinosaures. Pour te dire qu'une vie humaine, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein. Comparé aussi à la Terre, qui a 4 milliards et demi d'années d'existence, une vie humaine, c'est très court. Alors dire sur une vie humaine qu'il y a un réchauffement climatique, il y a toujours eu des bouleversements climatiques, des périodes chaudes qui ont succédé à des périodes froides, il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Le climat n'a jamais été stable. Hein. Le climat n'a jamais été stable sur le long terme. Hein. Et c'est vrai que je me rappelle, sur disons dans les livres de géographie, ce qui avait été écrit, c'était qu'on était dans une époque pré-glaciaire. Oui, il y en a. lu ça à l'époque. Mais tu sais qu'un scientifique de haut vol m'a dit que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux sur le réchauffement climatique. Hein. Donc voilà. Donc oui, il y a des climatologues qui disent qu'on va vers une période glaciaire. Hein. Donc on ne peut pas, à l'échelle d'une vie humaine, dire qu'il y a un réchauffement climatique. C'est vrai que le climat se réchauffe depuis quelques décennies, c'est incontestable. Hein. On ne peut pas le contester. Mais de là à parler, selon le narratif officiel d'un réchauffement climatique, hein, on ne peut pas. On ne peut pas. Hein. On ne peut pas dire, il faut étudier ça sur de très longues distances, sur le temps long, c'est-à-dire en milliers d'années. Hein. Voilà. Et surtout que pour lutter contre le réchauffement climatique, dire au revoir à Citroën, Renault, Peugeot, c'est un peu dommage, quoi. Bah oui, d'avoir condamné le moteur thermique sans aucune... d'en haut, d'une manière arbitraire, avoir condamné le moteur thermique pour le moteur électrique. D'ailleurs, les voitures électriques, quand on regarde bien, à commencer par la batterie, c'est pas si écologique, c'est pas si vert que ça. Hein. Il faut des métaux rares qu'on va chercher au bout du monde, qui est extrait dans des conditions où on exploite des enfants dans des conditions écologiques épouvantables. Et puis, il faut aussi du thermique pour construire le reste d'une voiture électrique, une voiture électrique. Hein. Donc, ce sont des sujets complexes. On a un narratif d'en haut sur ce sujet comme sur d'autres. Voilà. Il faut étudier ça avec du recul et avec beaucoup de liberté d'esprit. Hein. Voilà. Penser par soi-même, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend venant des partis politiques, des syndicats, des religions, des médias, de la rue. Il faut essayer de penser par soi-même sur tous les sujets. S'informer à plusieurs sources. Ça, c'est très important. S'informer toujours à plusieurs sources. Et que penses-tu de l'idée de Philippe Combaz, de l'éthanol Ça, je ne suis pas compétent pour parler. Hein. Ouais. C'est des sujets qu'il faut étudier posément, sérieusement. Je ne suis pas compétent pour parler de l'éthanol. Hein. Je n'ai pas étudié le sujet. Mais encore une fois, méfions-nous du narratif officiel sur le réchauffement climatique, comme sur tout d'ailleurs, hein, comme sur la guerre en Ukraine, comme sur le Covid, comme sur tous les sujets. Hein. Alors oui, je voulais te dire, Fredo, je t'avais dit il y a 15 jours que les tarifs des mutuelles allaient augmenter en 2025 de 6%, hein, après une hausse de 26% depuis 5 ans. Oui, je t'ai dit une bêtise, je te disais que pour moi, le tarif augmentait de 15 ou 20 euros par mois. Non, c'était 15 ou 20 euros par an, voilà, pour moi personnellement. Hein. Donc les tarifs vont augmenter, des mutuelles, essentiellement pour deux raisons, le vieillissement de la population, évidemment. Beaucoup de personnes âgées ont plusieurs pathologies, les ALD, et aussi par le fait que la sécurité sociale, de plus en plus, déresponsabilise, dérembourse, fait des déremboursements de médicaments. Donc c'est la mutuelle, en augmentant ses tarifs, qui prend en charge le fait que la Sécu dérembourse de plus en plus certains médicaments. Alors j'avais une information à donner à tout le monde qui est très importante au sujet médical. Alors, on a de plus en plus de mal à trouver maintenant des infirmières qui se déplacent à domicile ou des kinés qui se déplacent à domicile ou des sages-femmes. Il y a un site officiel qui a été mis en place qui est gratuit et qui permet avec une inscription très rapide, gratuite, de trouver des
kinés qui se déplacent à domicile, des infirmières qui se déplacent à domicile et des sages-femmes. Pas de médecins, pas de médecins. Ça s'appelle Medicalib. Medicalib, j'ai une copine qui l'a essayé, ça fonctionne. Elle n'arrivait pas à trouver une infirmière qui se déplace à domicile, elle en a trouvé. Donc il y a un nouveau site officiel qui a été mis en place qui s'appelle Medicalib sur Internet. L'inscription est gratuite et facile. Et vous pouvez trouver des infirmières, des kinés et des sages-femmes qui se déplacent à domicile. Il vous rappelle, le site vous rappelle et il vous envoie soit une sage-femme, soit une infirmière, soit un kiné qui se déplace à domicile. C'est que du domicile et ça ne concerne pas les médecins. Voilà. Donc Medicalib, voilà. Ben, c'est bien, ouais. Voilà, Ça voilà, sera voilà, utile. voilà. Hein, pour, Voilà. Et j'ai retrouvé la fameuse citation d'Abraham Lincoln que je t'ai citée tout au long de l'année 2024. À chaque fois que je t'ai raconté, je ne l'ai pas bien citée. Car pour moi, elle va s'appliquer à l'année 2025. Hein. Les Français vont devoir affronter la réalité. Alors, c'est ça, la célèbre citation d'Abraham Lincoln. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Voilà. Cette citation extraordinaire d'Abraham Lincoln qui va résumer, à mon avis, l'année 2025 qu'on va vivre. Les Français vont devoir être éveillés, se convertir à la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on est un pays qui s'enfonce. Avec l'Europe aussi s'enfonce. Hein. On est un pays qui s'enfonce, qui est de plus en plus désindustrialisé. Et le peu d'industrie qu'il y a souffre beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de fermetures d'usines, de licenciements. On est un pays qui se désindustrialise massivement. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole en France. On est archi endetté. Donc voilà, il va falloir que les Français se convertissent à la réalité parce que je pense que malheureusement, on est dans un système aujourd'hui, on voit bien avec tous les gouvernements qui succèdent, ils veulent encore augmenter les impôts, alors qu'on est déjà recordman du monde du paiement d'impôts par rapport au PIB. On est numéro 1 mondial de l'imposition par rapport au PIB. Ils veulent encore augmenter les impôts. Le Grand Barnier voulait augmenter les impôts, et Bayrou va faire pareil. Alors on va encore s'enfoncer. Il ne faut pas augmenter les impôts, on est déjà numéro 1 mondial. Hein. On est malheureusement dans un pays qui fonctionne comme ça. Toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de dettes et toujours plus d'impôts. Voilà. Donc malheureusement, la classe moyenne va souffrir, hein, à mon avis, dans les années qui viennent. La classe moyenne et les PME aussi. Mais la classe moyenne va souffrir. Hein. Et il n'y aurait pas une théorie qui indiquerait que si on baisse les impôts, ça permettrait d'augmenter les rentrées d'argent? Oui. Surtout en France, on est recordman du monde du paiement des impôts par rapport au PIB. Oui, il faudrait, à mon avis, baisser les impôts. Il faudrait baisser les impôts pour donner du pouvoir d'achat aux gens et pour essayer de relancer un peu la consommation, l'économie. Hein. Mais encore faut-il acheter des produits qui sont fabriqués en France. C'est toujours pareil. On a sacrifié l'industrie en France au profit des services. Ça a été un choix mortifère qui a été fait par nos élites qui ne connaissent absolument rien au monde de l'entreprise. Et puis c'est aussi une déviation du système capitaliste mondial. On fabrique dans les pays à bas coût, dans les pays où il n'y a pas de normes sociales ou environnementales, voilà, hein, pour moins cher. Hein, voilà. Mais oui, en théorie, il faudrait baisser les impôts pour donner un peu d'air frais, pour que les gens puissent consommer, être moins étranglés, quoi, et consommer, voilà, et acheter, faire tourner l'économie. Il faut bloquer les prix parce que si on ne bloque pas les prix, si on est augmenté, ils vont encore nous augmenter. Donc il faut bloquer les prix. Si tu ne bloques pas les prix, ça peut être problématique. Mais bon, la baisse des impôts, elle est souhaitable, mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Hein. Si on produit plus grand-chose, hein, il faut produire, il faut fabriquer des machines-outils, des frigos, des gazinières, des ordinateurs. Avant, on avait de l'industrie en France. On n'a plus beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on a aussi un surcoût au niveau de l'énergie. Bah oui, avec le marché de l'énergie en Europe, oui. On a évidemment les prix de l'énergie ont flambé. Hein. L'énergie, elle est dans tout. Hein. Dans tout ce qu'on achète, qu'on vend, qu'on produit. L'énergie, elle est partout. Ouais. Donc voilà. Donc, mais comme je te l'ai dit il y a 15 jours, de travailler. il faudra malheureusement en 2025 avoir l'œil toujours rivé sur les États-Unis, sur Trump, parce que malheureusement, c'est eux qui donnent le là pour tout, pour la mode, pour la façon de vivre, pour l'économie. Malheureusement, on dépend complètement de ce qui se passe aux États-Unis. En Europe, j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose en 2025. Il peut y avoir des bouleversements politiques, aussi bien en France qu'en Allemagne. En Allemagne, qui est la première puissance qui est en récession, il y a la crise économique qui aboutit à une crise politique, il y a des élections législatives anticipées
au mois de février. Donc il peut y avoir un changement de gouvernement, un changement de politique. Hein. Apparemment, les conservateurs de droite sont bien placés pour l'instant, mais je ne pense pas que ça change profondément les choses. Et en France, c'est pareil. Hein. Il peut encore y avoir des changements de gouvernement, de Premier ministre. On parle d'une démission de Macron, j'y crois pas beaucoup, mais il peut démissionner. Mais est-ce que ça va changer quelque chose sur le fond ? Changer les hommes, c'est bien gentil, mais il faudrait changer le logiciel. C'est surtout changer le logiciel de l'Europe. Qu'on produise, qu'on fabrique, qu'on arrête de nous emmerder avec des normes, des normes de réglementation, des impôts, des charges, voilà. Voilà, avec des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ne connaissent rien au monde de l'entreprise, parce qu'on est malheureusement en compétition avec des titans, hein, la Chine, les États-Unis, et qui affrontent des difficultés en ce moment, mais qui restent des titans par rapport à l'Europe. L'Europe, c'est le Titanic. Hein. Donc, en 2025, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose en Europe, quel que soit les bouleversements politiques qu'il peut y avoir. Il faudra avoir l'œil rivé sur les États-Unis, malheureusement, car c'est eux qui vont nous dire là. Que va faire Trump? Il n'est pas dit qu'il puisse faire grand-chose, Trump. Hein. Il n'est pas dit qu'il puisse faire grand-chose parce qu'il a hérité quand même d'une situation qui n'est pas facile aux États-Unis. Parce que les grands médias n'arrêtent pas de nous dire que ça va bien aux États-Unis, ça va bien aux États-Unis. Moi, on m'a toujours... J'avais un professeur d'économie, un vieux professeur d'économie, qui disait tout le temps que quand un président américain avait un bon bilan économique, il était forcément réélu pour son deuxième mandat, quelle que soit sa couleur politique. Et là, on a bien vu que Biden, bon, il était incapable de gouverner, cet homme-là, mais sa vice-présidente, évidemment du même parti qu'elle, s'est pris une veste face à Trump. Donc c'est que ça ne va pas forcément bien aux États-Unis en ce moment. Et j'entendais un journaliste à la retraite, j'ai mouché, j'entendais le jour un journaliste à la retraite qui s'appelle Gérard Caillroux, ancien directeur de l'information de TF1, un homme de centre-gauche, proche de l'ancien Premier ministre socialiste Bergowa qui s'est suicidé. Alors, il témoignait le jour, Gérard Caillroux, qui est à la retraite, qui a plus de 80 ans, c'est un fan des États-Unis. Il a une passion pour les États-Unis, il y passe tous ses étés depuis 50 ans. Donc c'est vraiment un journaliste qui connaît très bien les États-Unis, contrairement à nos journalistes des grands médias qui vont 3 jours à New York et qui disent qu'ils connaissent les États-Unis, mais ils ne sont jamais allés dans les terres. Et il racontait, Gérard Caillroux, que comme tous les étés, cet été 2024, il est allé aux États-Unis. Il a trouvé les Américains inquiets et en colère. Inquiets par rapport à un double déclassement, le déclassement de leur pays sous la scène internationale et le déclassement de leur déclassement à eux. Hein. C'est l'appauvrissement des classes moyennes dans le monde entier. Hein. Et il a trouvé les Américains en colère face à l'inflation, parce qu'il y a une inflation forte aux États-Unis, et les Américains ne comprennent pas que, ayant du pétrole dans leur sol, que les prix de l'essence soient si élevés. Voilà. Donc il a trouvé les Américains inquiets et en colère durant cet été 2024. Donc ça prouve bien que tout ne va pas bien aux États-Unis. Hein. Et j'ai souvent dit que les Américains, l'Amérique a une dette, un endettement privé et public hors norme et hors de tout contrôle. Hein. Alors, je pourrais citer 40 chiffres, mais un seul. La dette publique américaine augmente de 10 milliards de dollars par jour. Donc Trump, même s'il a tous les pouvoirs, la Maison-Blanche, les deux chambres, représentants et Sénat, il va avoir affaire à une situation difficile. Hein. Voilà, on va voir ce qu'il va pouvoir faire sur le plan intérieur, extérieur, que va faire la Banque centrale américaine. Voilà. Je parle beaucoup des États-Unis, parce que malheureusement, on dépend beaucoup des États-Unis. Voilà. Voilà, donc... voilà, malheureusement, je sais que je te saoule tout le temps avec les États-Unis, mais je suis obligé parce qu'on dépend d'eux. Alors, on dépend d'eux. C'est même la CIA qui a fait sauter le gazoduc russe et qui a fait plonger l'Allemagne dans la récession. Hein. Bon, elle avait déjà ses propres difficultés, l'Allemagne, de grosses difficultés. Mais le fait que la CIA a fait sauter les gazoducs russes a plongé l'Allemagne dans une récession dont elle ne sort pas en ce moment. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune réaction de la part de nos pays. C'est incroyable. C'est incroyable que le service secret allemand et les services secrets français n'aient rien dit. Parce que ça a eu quand même des conséquences graves sur l'Allemagne et sur l'Europe. Hein. Parce que là, c'est une récession larvée en Europe. Hein. Mais en fait, la sanction qu'on a appliquée aux États-Unis, c'est qu'on achète leur gaz de schiste, une blinde. C'est ironique, mais bon, c'est la conséquence. C'est incompréhensible. Mais tu sais, je te l'ai déjà dit, De Gaulle le disait souvent, en politique internationale, on n'a pas d'amis. Hein. Il faut relire moi j'adore relire certains bouquins sur De Gaulle. De Gaulle le disait, en politique internationale, on n'a pas d'amis.
L'Allemagne n'est pas notre amie. Si elle peut nous planter des coups de poignard dans le dos, elle nous le fera. La Merkel, elle espionnait le portable de François Hollande, son ami François Hollande. Peut-être que François Hollande aussi en faisait de même de son côté. Hein. C'était officiel qu'on a appris que les services secrets allemands, sous Merkel, espionnaient le portable de François Hollande. Ah non, mais c'est pas une connerie ce que je te raconte. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Hein, c'est comme ça. Il n'y a pas d'angélisme à avoir. Hein, la seule chose qui me surprend, c'était qu'elle se soit fait choper. C'est ça, oui. Le plus surprenant, c'est qu'elle se soit fait choper. Hein, parce que tout le monde espionne tout le monde. Et tout le monde a des dossiers sur tout le monde au niveau de la politique internationale. Donc, oui, quand j'entends dire en ce moment sur les réseaux sociaux, Trump a des dossiers sur Macron, quel dossier il peut avoir sur sa vie privée, on sait un peu quelle est sa vie privée, ça m'étonnerait qu'il puisse le toucher là-dessus, hein, sur des affaires de corruption, mais s'il a des dossiers, il y a longtemps qu'il les a. Pourquoi il les sortirait que seulement maintenant? Mais à ce niveau-là, quand on a des dossiers sur un dirigeant, c'est un moyen de pression. Hein. C'est pas pour être divulgué, c'est un moyen de pression. Hein. En politique internationale, on n'a pas d'amis, on n'a que des partenaires. On n'a pas d'amis. C'était souvent dit aussi que cette légende véhiculée par les médias français, comme le couple franco-allemand, ça n'existe que chez les journalistes français. En Allemagne, personne ne connaît ce couple franco-allemand. Hein. Il y a seulement qui est l'homme, qui est la femme dans ce couple. Voilà. C'est une légende qui est véhiculée par les journalistes français qui ne quittent pas les rives de la Seine. Hein. C'est très bien de s'expatrier un peu en dehors des rives de la Seine, à Paris, de voir le monde, de découvrir les populations mondiales et tout, de voir comment est le monde ailleurs, de créer leur propre entreprise. Ils verraient que ce n'est pas facile. Voilà. Donc, le couple franco-allemand, ça n'a jamais existé. Hein. Voilà. Ça a existé que dans l'esprit de quelques journalistes français. Mais non, mais de toute façon, les Allemands défendent avant tout leurs intérêts. Hein. S'ils peuvent nous planter des coups de poignard dans le dos, ils le feront. Hein. Bon, ils l'ont déjà fait un peu quand même. Hein. Voilà. Mais, et puis Trump, c'est avant tout, c'est America First. Hein. C'est un businessman, c'est pas un enfant de cœur. Quand je vois sur les réseaux sociaux qu'on le fait passer pour un ange presque, pour un envoyé de Dieu, faut quand même pas exagérer. C'est un redoutable. Ils ont manqué de le tuer, il a ressuscité. Attends, c'est un dieu. Moi je suis pas ni pour ni anti-Trump, mais faut pas le faire passer pour un enfant de cœur. Hein. Mais c'était Jésus à cette époque-là. Non, mais attends. Tu sais, pour avoir fait fortune aux États-Unis comme il a fait fortune, notamment dans l'immobilier, faut pas être un enfant de cœur. Hein. C'est pas un enfant de cœur. Hein. L'Europe, il s'en fout. Hein. L'Europe, il s'en fout. Bon, s'il peut nous rapatrier des usines européennes aux États-unis, parce que c'est la première, je crois. Oui, il ne fera pas de cadeau, Trump. Mais c'est pas trop l'Europe qui l'intrigue. D'ailleurs, lors de la campagne électorale présidentielle américaine, pas une fois on a parlé de l'Europe, hein, c'est pour te dire du poids de l'Europe. Non, ce qui intrigue et obsède Trump, c'est la Chine, évidemment, c'est l'Asie et la Chine. Voilà, parce que c'est le principal concurrent, hein, voilà. Donc voilà, mais il ne faut pas faire passer Trump pour un ange. Hein. Mais Biden a été incapable de gouverner durant tout son mandat. Hein. Il a fallu qu'à la fin, il confonde Zelensky et Poutine. Ah oui, c'était marrant. Et qu'il confonde Mitterrand et Macron pour que les grands médias, quand même, réagissent un peu, qui n'avaient pas réagi avant. Mais c'est un homme qui a été incapable de gouverner pendant 4 ans. Hein. Et puis Harris, elle a été nommée trop tard pour pouvoir s'imposer. Hein. Je l'avais déjà dit qu'elle ne dégageait pas un charisme particulier, mais elle a été nommée trop tard pour pouvoir prendre ses marques et s'imposer durant cette campagne présidentielle américaine. Voilà. Trump a tous les pouvoirs, la Maison-Blanche et les 2 chambres, mais il va être confronté lui aussi à la réalité d'un pays, les États-Unis, très endetté, avec une espérance de vie qui recule aux États-Unis à cause de la drogue et la malbouffe. Voilà. On va voir, voir ce que va faire Trump, et encore une fois avoir les yeux rivés sur les États-Unis, malheureusement. Et qu'est-ce que tu penses des agriculteurs qui vont demain ou après-demain au champ de Paris? Les agriculteurs, ils sont bien tout seuls à se battre, parce que j'ai pas l'impression que les politiques français se battent beaucoup pour eux. Mais bon, c'est ce que je t'ai déjà dit, ils sont pris. Ils ont passé les accords de. Merci. Ils ont passé les accords du Mercosur. Oui, bien sûr. Macron allait s'y opposer, qu'il avait dit. Quand Macron dit quelque chose, il faut toujours l'opposer. Hein. Tu comprends l'opposé, hein, pour tout. Hein. Quand Macron, faut jamais croire ce que Macron dit. C'est comme Mitterrand, il fallait jamais croire ce qu'il te disait. Macron, faut jamais croire ce qu'il te dit. Hein. Quand il te dit blanc, faut penser noir. Hein, voilà.
Les pauvres paysans, malheureusement, comme je t'ai déjà dit, ils sont dépassés. Hein. Ils sont confrontés à des majors agricoles mondiales, à des grands trusts financiers mondiaux. Ils ne peuvent pas rivaliser. Hein. Et au niveau, ils sont en rivalité avec des fermes-usines dans le monde entier, à des trusts agricoles mondiaux. Au niveau des prix, ils ne peuvent pas rivaliser. En plus, on leur impose des tas de réglementations, de normes environnementales que n'ont pas beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de régions dans le monde. Les pauvres paysans français, à part les grosses exploitations céréalières de la Beauce, bien sûr, mais nos petits paysans, ils ne survivent malheureusement que grâce aux aides financières de l'Europe, c'est-à-dire l'argent de la PAC. C'est pas possible autrement. Voilà, c'est malheureusement, et puis comme je te l'ai déjà dit aussi, il faut voir que tous les sujets sont complexes, que les Français mangent de moins en moins de viande, hein, et que les Français, souvent maintenant, vont moins cher, achètent l'alimentation la moins chère. Et l'alimentation la moins chère, elle est souvent fabriquée loin de France, dans des pays qui ont des coûts salariaux moindres et des moins de normes sociales environnementales. Et comme je te l'avais dit aussi, il y a des études qui sont sorties et qui montrent que la part de l'alimentation dans le budget des ménages a beaucoup baissé depuis les années 60. Hein. Il faut aller voir sur Internet, mais les Français, dans leur budget maintenant, dépensent beaucoup moins d'argent pour leur alimentation qu'il y a 50 ou 60 ans. Hein. Voilà. Tout ça mis à bout, les gens qui mangent de moins en moins de viande, qui vont au moins cher, qui baissent leurs dépenses d'alimentation, et puis la concurrence internationale des grands trusts, des fermes-usines, des grandes firmes agricoles mondiales fait que nos pauvres paysans ne peuvent pas rivaliser. Voilà. Donc pour l'instant, ils survivent un peu grâce aux aides, à l'argent de la PAC, aux aides européennes. Voilà. Mais voilà, c'est très difficile pour eux malheureusement. Mais on a un peu l'impression qu'ils sont passés par perte, que nos hommes politiques, ils sont passés par perte des profits maintenant. Hein. Un peu comme l'industrie d'ailleurs, hein, que nos hommes politiques ont passé par perte des profits, l'industrie et maintenant les paysans français. Hein. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, on mettait avant qu'on sacrifiait un peu les paysans pour favoriser autre chose, mais il n'y a plus rien à favoriser en France maintenant. Il n'y a pas de... Il ne reste plus que l'agriculture en France. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien à les faire passer. Avant, il y avait des vieux paysans qui disaient que dans quelques années en France, il ne restera plus que l'industrie et le tourisme. Voilà. Mais on a l'industrie et le tourisme, on a encore des industries en France, mais plus beaucoup. Hein. Ouais. On a les chantiers navals, hein. On a le luxe qui souffre beaucoup en ce moment à cause de la Chine. Hein, on a l'aéronautique aussi. L'aéronautique, oui, l'aéronautique. Voilà, donc on a encore quelques industries, mais on a énormément perdu. Hein. La métallurgie, sidérurgie, on fabrique plus grand chose en France. On fabrique plus grand chose en France et c'est bien le problème de la France. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même l'acier en France, ce qui nous permettait de construire des chantiers navaux. Quoi. Oui. On fabriquait des tracteurs français après-guerre, plus maintenant. Hein. On fabriquait des ordinateurs français à une époque, plus maintenant. Ouais. On fabriquait des téléphones français maintenant. Le fameux Thomson 06 ou 07 de la hélice. Les microprocesseurs aussi à une époque aussi. À une époque, on fabriquait des téléphones, on fabriquait des télévisions, on fabriquait des ordinateurs à une époque. Hein. Les bulles à l'époque. Maintenant, on n'est même pas fichu de fabriquer des masques. C'est quoi? Des masques. Ah oui. On n'est même pas capable. Il y a ces deux choses. Il y a le fait que le système capitaliste mondial, on fabrique dans les pays à faible coût de production, avec beaucoup moins de normes sociales et environnementales. Il y a aussi nos politiques qui connaissent absolument pas le monde de l'industrie, qui connaissent pas le monde de l'entreprise. Georges Pompidou a été le dernier président de la République à s'intéresser à l'industrie. Tout est dit. Je l'avais dit dans ma première vidéo. Georges Pompidou, qui avait ses qualités et ses défauts par ailleurs, hein, mais il a été le dernier président de
de la France à s'intéresser à l'industrie. Il avait l'industrie chevillée au corps, Pompidou. Après, les autres ne s'y sont pas du tout intéressés. La plupart du temps, d'ailleurs, ils n'y connaissaient rien du tout à l'économie. Voilà, donc on en est là. On en est là, et comme je te l'ai dit tout le temps, l'Europe est passée à côté des deux grandes révolutions technologiques depuis le début du 21e siècle. Internet qui a bouleversé nos vies, et maintenant l'IA qui est en train aussi de bouleverser nos vies. Et on a un peu l'impression qu'il peut y avoir encore une grande découverte technologique mondiale dans 10 ou 20 ans. L'Europe sera aussi complètement absente. Voilà, donc voilà. Donc 2025, wait and see. Surveiller ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'au niveau de l'Europe, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose, quels que soient les changements politiques qu'il peut y avoir. On est tellement dans une situation difficile en Europe. C'est le Titanic, l'Europe, et c'est pas du tout l'Europe que nous avait promise François Mitterrand. Tu te souviens, lors du traité de Maastricht? Général de Gaulle aussi. Oui. De Gaulle était pour une Europe des nations, lui. Hein. Mais Mitterrand nous avait promis l'Europe de la croissance, l'Europe du plein emploi. Hein. En 1992. La paix aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle nous est tout promis. Hein. Oui, mais il faut dire aussi que l'Europe, c'est un pays quand même, c'est un continent qui est en paix quand même. Hein. Ouais, alors, sauf en Ukraine, ça pue un peu. Quoi. À part l'Ukraine. Ouais, à part le petit détail. Quoi. Oui, mais voilà, donc on est très loin de ce que nous avait dit Mitterrand aujourd'hui. Ouais. Alors certains disent qu'on va assister à la mort de la zone euro, j'en sais rien. Ça veut dire quoi, la zone rouge? La zone euro. Certains, sur les réseaux sociaux, pensent qu'on va assister à la mort de la zone euro. À mon avis, pas dans les quelques années qui viennent, hein, parce que je ne vois pas... La première puissance est en récession, l'Allemagne. Nous, on n'est pas en récession, mais enfin bon, on est archi endettés. En réalité, on est en récession en France, parce qu'ils laissent flamber le déficit comme ça. Ils ont un petit chouïa de croissance, mais la France est en récession, bien sûr. Alors, sortir de la zone euro, quand on est en récession, quand on n'a pas de gaz, pas de pétrole dans le sol, je ne sais pas. Là, j'avoue que je dis, moi, je ne vois pas tellement comment on pourrait sortir de la zone euro, car ça nous protège un peu la zone euro. Il y a du gaz en France, il y a pas... Mais faut pas il y a du gaz de schiste, mais il n'est pas exploité. Il est interdit en France. Il est interdit. Par contre, on l'importe des États-Unis. C'est incroyable. Donc on a peur pour les roches ici, pour la santé de nos roches ici. Mais par contre, aux États-Unis, on s'en fiche. Hein. C'est comme ça. Hein, je veux dire, l'Europe, c'est comme ça. C'est bien chez les autres, mais pas chez moi. Donc tu vois, on importe plein de matériaux comme ça, qui sont par exemple extraits par des enfants et tout ça, mais on s'en fout. C'est pas chez nous. Et puis ce nouveau gouvernement, bon, c'est pas l'essentiel, hein. Enfin, ce nouveau gouvernement qu'on a, franchement, les vieux chevaux de retour qu'il y a là-dedans, une bande d'affreux, là. Borne, Darmanin, Valls. Mon Dieu, le traite dans toute sa puissance. Il a été viré partout où il est allé, celui-ci. Enfin bon, c'est vraiment un gouvernement d'affreux qu'on a en ce moment, des vieux chevaux de retour. Nickelé, quoi. Hein, ouais. Enfin, franchement, on va pas s'en sortir comme ça. Hein, voilà, mais bon. Voilà, faut. En parlant de l'euro, là, il ne faut pas oublier aussi l'arrivée des BRICS. Oui. Tu vois, je veux dire, il y a aussi ça. Donc, faut pas. Peut-être l'intégrer, les BRICS, parce que tu vois, il y a un concurrent de taille qui est en face. Ah bah oui, il faut voir ce que ça va donner dans les années qui viennent, les BRICS. Et on parlait d'une monnaie mondiale la monnaie des BRICS qui remplacerait le dollar, pas dans les quelques années qui viennent. Hein. Donc je pense que dans les quelques années qui viennent, le dollar va rester la monnaie mondiale de référence. Hein. Le dollar inspire confiance dans le monde entier. Hein. Voilà. Mais bon, de moins en moins. Ouais, oui, parce qu'ils ont les problèmes que je t'ai dit. Ils ont un endettement privé et public hors norme et hors de tout contrôle. Il faut attendre savoir ce que ça va donner aux États-Unis, ce que ça va donner au niveau des pays du BRICS. La Chine, attention, je te l'ai souvent dit, la Chine a un ralentissement économique très prononcé, à tel point que le luxe français en souffre. Hein. Le groupe de Bernard Arnault, LMVH, voilà, voit son chiffre d'affaires baisser sérieusement parce qu'ils n'ont plus les commandes massives qui venaient de la Chine, parce que la Chine est en fort ralentissement économique avec une baisse de la consommation pour plusieurs raisons que je pourrais t'expliquer. Voilà. Donc il faut attendre à notre petit niveau, attendre ce que ça va donner, tout ça, en sachant que malheureusement, il faudra avoir l'œil rivé sur les États-Unis en 2025, malheureusement, parce que c'est eux qui donnent le là surtout, sur la mode, sur la façon de vivre, sur l'économie, sur la finance. Malheureusement, je le regrette, mais c'est comme ça. Voilà. Merci à toi. Merci bien. Merci.
un petit peu, on essaye. Ah, vous comprendrez, hein. Ouais. Mais ça sera trop tard. Oh bah de toute façon, hein, je te tiens pas la vérité. Hein. Merci à toi. Ah, qui s'amuse.